Monsieur. Alors, je me présente, je m'appelle Daniel Delbert. Je vous connais un peu puisque je suis créateur des Jeux Biscardiens avec Dominique Bussereau et Jean-Pierre Raffarin. Ça nous rajeunit. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions à faire, je vais essayer d'être bref. Premièrement, vous nous avez parlé de la petite poussette de Michel Serres, que j'ai lu, que j'apprécie. Et je voudrais insister sur ce que vous avez dit. Jusqu'à 1914, il y a un siècle, 70% de la population vivait de la ruralité, de l'agriculture. Actuellement, 1%. D'où le gros changement et ce qui se passe, d'où le territoire. Première question. Les chiffres de la mortalité routière de décembre 2019 n'apparaissent pas. D'habitude, ils apparaissent vers le 18 du mois. Là, ils n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que novembre a décelé qu'il y a eu 200 morts de moins, alors que la moitié des radars sont immobilisés par le mouvement des Gilets jaunes. Le 80 à l'heure, moi je me pose des questions, et pourquoi on ne produit pas les chiffres de décembre 2019? Parce que ça doit continuer. 2018, pardon, 2018. Alors c'est la première question, et ça me semble bizarre, peut-être que vous savez ce qui se passe, pourquoi on ne produit pas ces chiffres-là. Deuxième question, je fais référence à un ouvrage qui s'appelle Les autoroutes de l'information, qui a été écrit en 2000 à peu près par Al Gore. Il disait, ce que vous avez dit aussi, c'est que les autoroutes de l'information ont rétréci l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on peut converser avec Melbourne directement et on peut converser toute la journée et que donc une heure n'est plus une heure, mais une heure n'est même pas une minute actuellement. D'où le problème que vous avez vu du système représentatif. Plus personne, c'est peut-être pas le système par lui-même, mais c'est le système temps qui a changé. Plus personne n'accepte quelqu'un un mandat pour 5 ans et qu'ils disent on verra dans 5 ans. Ça n'est plus accepté par personne. Vous allez à la télé, vous faites une émission Success sur quoi, on vous présente des chanteurs et sur le temps même, on va voter pour le chanteur et on sait qui est élu. Et là, on voudrait dire à un élu, dans 5 ans, c'est ce que M. Hollande a fait tout le temps, vous verrez, dans 5 ans, et c'est ce que commence à faire M. Macron, j'ai 5 ans. Ça, on n'en veut plus. Et ça, les mouvements des Gilets jaunes, c'est en partie à cause de ça aussi. On ne veut plus attendre 5 ans pour savoir ce qui se passe. Et il y a d'autres systèmes. Et je finis par une dernière question, parce que ce sont des questions, vous reparlez du président, mais moi je parle des territoires. Est-ce que vous êtes prêts à faire une réflexion? Est-ce que vous le faites quand sur les territoires, on a une commune, une Comcom, un conseil départemental, un conseil régional, avec des régions qui ont été changées? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On ne peut plus accepter toutes ces strates-là qui nous ennuient. Voilà, c'était mes questions et j'aimerais bien que vous puissiez y répondre. Merci. Bien. Je ne vais pas répondre à tout parce que la première question, j'ai absolument pas la réponse. Dès que quelqu'un sait pourquoi. Non? Parce qu'il y a moins de d'accord, mais bon, on verra bien, mais moi j'ai pas la. En effet, c'est la réponse qui vient naturellement, mais je veux pas la dire si c'est pas le cas. Donc, bon, enfin bref, écoutez, on aura la réponse un jour ou l'autre, sans aucun doute. Mais on voit bien que sur les 80 km/h, l'association des départements avait proposé un modèle, et je crois les maires aussi d'ailleurs, on avait proposé un modèle qui était extrêmement simple sur les 80 km/h, c'est qu'il fallait dire au président du département en charge des routes départementales et au préfet en charge de la police, clair, on garde les routes accidentogènes, celles-là éventuellement on les passe à 80 et puis les autres on n'en pas les gens. C'était aussi simple que ça. On pouvait faire un système, là aussi on faisait confiance au territoire pour mettre les choses en enfin bon. Sur le second point qui est la question de la démocratie, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que je ne voulais pas être trop long sur la question du digital. Je n'ai pas la réponse non plus, mais je sais une chose, c'est que vous avez raison.
je le dis depuis longtemps, notre démocratie changera. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme vous, je pense qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel on donne les clés à quelqu'un, chez nous, c'est une personne. C'est pire que tout, c'est une personne. Pas pire au sens, en termes de concentration, etc. Mais on ne peut plus considérer que, en clair, pendant 5 ans, on donne les clés, on se retourne et on dit, bon, on retourne dans 5 ans. Ça, il n'y a plus un Français, il n'y a plus une société moderne qui accepte ce système. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je vous rappelle qu'on en a eu déjà les premiers prémices bien avant les Gilets jaunes. Souvenez-vous les pigeons, les moineaux. C'était les chefs d'entreprise. Au moment où François Hollande a eu cette idée complètement barzingue de vouloir porter le taux de l'impôt sur le revenu à 75%, quand on y mettait la CSG, ça veut dire qu'on pompait 90% du revenu d'une personne sur une année, eh bien, François Hollande, qui à l'époque était encore populaire, c'était en 2012, à l'automne 2012, il a été obligé de reculer en quelques semaines parce qu'il y avait eu 2 mouvements qui étaient partis là aussi sur les réseaux sociaux et qui avaient contesté cette idée-là quand elle n'était pas contestée au Parlement, puisqu'on est dans un Parlement qui est un Parlement qui est totalement affaibli. Et très clairement, moi, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais je suis comme vous convaincu que nous aurons bientôt un modèle démocratique où on aura encore de la représentation, parce qu'il en faut. Moi, j'ai été maire, j'ai toujours refusé l'idée que quand il y avait des décisions difficiles, il fallait les soumettre à un référendum. Il y a un jour, il faut aussi avoir le courage et prendre ses responsabilités. C'est trop facile, sinon. Bon. Mais, et en même temps, d'ailleurs, quand on est maire, on co-construit et on bâtit les politiques ensemble. Je ne sais pas si vous avez fait une école neuve, mais moi, le jour où j'ai fait une école neuve quand j'étais dans ma commune, je l'ai fait avec qui? Avec les profs, avec les instituts, avec les parents d'élèves, et on l'a fait ensemble, on l'a dessinée ensemble. Bien. Mais au-delà de cela, moi, je suis comme vous convaincu que la révolution numérique créera des modèles dans lesquels on sera amené à avoir en effet cet échange. Alors, après, quand on a dit ça, on ne voit pas trop exactement comment ça va prendre forme. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer, il y a 15 ans, qu'on n'ait plus une carte Michelin pour être en voiture? Personne ne l'imaginait. qu'un jour, il suffisait de prendre son appli pour savoir dans quel bled on pouvait aller grâce simplement à son téléphone. Bien. Donc, mais je suis sûr de ça, comme vous. Après, est-ce que ça peut être... Alors j'ai vu, je ne sais pas ce que ça donnait, j'ai vu qu'il était question, qu'il y ait des questions d'actualité à l'Assemblée nationale qui soient en fait le premier geste de démocratie participative où c'est les citoyens qui poseraient la question d'actualité aux membres du gouvernement. Je ne sais pas ce que ça a donné, je ne sais pas, je regarde. Je ne sais pas si ça a été mis en place, mais bon, très clairement, on aura l'obligation d'avoir des systèmes beaucoup plus horizontaux et moins verticaux. Je suis totalement du même avis. Et troisième sujet, c'était cette histoire d'intercommunalité département-région. Je pense qu'il y a des endroits, alors je vais faire hurler Patrick, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des endroits où en effet les départements n'ont plus leur place. Quand vous avez des métropoles qui représentent 80 ou 90%, pardon, les Bouches-du-Rhône, où la métropole de Marseille représente 80% du territoire, bon, voilà, là on peut dire que ça n'a pas de sens. Mais dans les territoires ruraux, je ne vois pas qui va assurer la question de la solidarité nécessaire à cet échelon, parce que soit c'est des services de l'État, mais dans ce cas-là, ça revient au même. Moi, ce que j'aimerais, au contraire, c'est qu'en revanche, on donne pleinement et totalement compétence au département pour être sur ce sujet-là et pour être en capacité de bâtir les modèles qui soient les plus performants dans leur territoire. Vous voyez ? Moi, je ne défends pas non plus l'idée que il faut que chacun soit à sa place. On me sollicite, comme tous les élus, à mettre en place des politiques sur tel ou tel sujet. Alors, après, on peut se dire, c'est un élément de communication, de marketing. Je suis très sensibilisé sur les questions du handicap, pour des raisons personnelles.
on m'a souvent dit, mais pourquoi vous ne faites rien au titre de la région de ces handicaps? Oui, je fais sur le handicap sur un seul sujet, qui est la formation professionnelle, parce que c'est mon boulot. En revanche, je considère que le handicap, ce n'est pas une compétence de la région, et donc je n'ai pas de service dédié à ça, et en revanche, je pense qu'il faut que les départements soient complètement et totalement sur le sujet. Si chacun considère qu'il n'a pas besoin d'intervenir dans le champ d'à côté, parce que ce n'est pas nécessaire pour sa communication politique, déjà on y gagnerait beaucoup. Et puis un troisième sujet sur lequel je voudrais vous sensibiliser, moi que j'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes depuis 2 mois, parce que comme je soutenais leur cause au début du mouvement, j'ai donc eu une espèce de dialogue assez facile avec eux, je parle en Normandie, et j'ai vu très vite qu'il y avait un besoin de démocratie, d'ailleurs, très vite apparu. Et moi j'ai dit aux maires en Normandie, je leur ai dit, on est fou d'aller vers le schéma vers lequel on va. Le président de la communauté de communes me disait, je suis en train de me marier, où est-ce qu'il est passé, de Chablis, il est là. J'ai fusionné avec 2, et je refusionne avec 2, je lui ai demandé combien il y a eu de temps, il m'a dit 15 000. J'ai dit, ouf, mais on est en train de bâtir un modèle XXL partout. Et pardon, oui, il faut fusionner, regrouper des communes de 50 ou 100 habitants. Ok. Moi, je dis toujours, il faudrait qu'on ait un modèle dans lequel on considère qu'il faut que la commune minimum, elle fasse 500 habitants pour qu'il y ait un minimum de budget, de capacité de pouvoir faire 2-3 bricoles. Mais là, moi, j'ai des communes aujourd'hui où il va falloir faire 10 bornes ou 15 km pour aller à la mairie après les élections municipales de 2021. Et on avait la dernière échelon de proximité, on avait le dernier service public de proximité, on avait les derniers bénévoles, on avait les derniers qui donnaient accès à l'administration. Et on a construit un modèle où moi je me retrouve avec des intercommunalités de 150, 200 communes. Des trucs de dingue. Où au bout du compte, le modèle finit par échapper aux concitoyens. Il échappe, il n'est plus accessible, il redevient verrouillé comme tous les autres échelons. Et on reproduit des modèles dont on voit bien qu'ils sont contraires à l'aspiration, notamment dans les zones rurales et dans les territoires. Je ne comprends pas ce modèle qui consiste à devoir former des intercommunalités, même en zone rurale, de 50 000, 60 000, 80 000 habitants. Je vois des présidents d'intercommunalités dans le Pays d'Auge, en Normandie, 100 000 habitants. Vous verriez la surface géographique de l'histoire. Alors, comme le président n'est pas mauvais, il s'en tire. Mais tout ça est contraire à ce qu'on évoque depuis 1 heure. C'est le besoin de participation, le besoin de proximité. Parce qu'en effet, on va à Melbourne en l'espace de 20 secondes par WhatsApp. Et ça, on en est content, mais en même temps, on veut la proximité, on veut les deux. Bon. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe dans Lyon, Patrick peut y répondre, monsieur le maire, mais je trouve qu'on on a été excessif. Et les préfets ont joué un rôle néfaste dans l'histoire. Enfin, moi, je vois comment c'est passé, où parfois, dans les départements, les préfets ont fait des systèmes massifs, avec des regroupements gigantesques. Et pareil sur les communes, où on a transformé des intercommunalités qui ne forment plus qu'une seule commune. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous aussi. Bon, je pense qu'on fait erreur. Parce que XXL à la commune, XXL à l'intercommunalité, XXL à la région, au bout du compte, le français insiste, mais il est où? Et je termine. Et le député qui n'a plus aucune attache locale. Et qui, en général, n'a aucune expérience en rien. Enfin, aujourd'hui. Et alors, là, j'ai été trouvé le premier grand débat. Dieu sait que vous êtes tous favorables à la fin du cumul. Vous avez tous été favorables, enfin, sauf les élus, mais tous favorables à la fin du cumul des mandats. Oui, il y avait trop de cumul, en effet. Bon. Mais, franchement, le zéro cumul sur les députés, le député maire, c'était pas si idiot que ça. Le député maire, président de machin, etc., oui, trop.
mais de députés maires qui avaient la proximité, qui se tapaient la vie locale le week-end, qui sentaient le pays, qui voyaient comment ses concitoyens qui connaissaient très bien réagissaient et qui étaient en capacité ensuite de pouvoir l'exprimer à travers sa vie parlementaire, ça avait du sens. Hein. Et quand vous n'aurez plus de 350 députés, avec une centaine d'élus à proportionnelle, eh bien vous aurez encore éloigné le pouvoir, ou les représentations du pouvoir, parce qu'un député n'a pas de pouvoir, mais en représentation du pouvoir. Bien. Et donc, voilà, moi je dis, on est allé trop loin. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais bon, monsieur le maire, je vous dire un mot, non? Oui, je veux bien. Merci, merci. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur le ministre, et je suis assez séduit en fait par votre connaissance des choses. Puisqu'on se rend compte que, en réalité, il y a du terrain. Ce que vous disiez, et je voudrais revenir sur une chose particulière. Quand vous disiez tout à l'heure que, en ce qui concerne les intercommunalités, moi j'ai toujours été contre les grosses intercommunalités, parce que je pense qu'on éloigne les gens de plus en plus, et qu'en éloignant les gens de plus en plus, il y a une autre difficulté, c'est qu'elles deviennent très difficiles à gérer, et que c'est l'administration, entre guillemets, qui prend le pouvoir. Qui risque de le prendre. Voilà. Si on n'a pas affaire à quelqu'un, un élu qui connaît bien son boulot, et dans ces cas-là, il n'y a plus de gestion, et autant mettre dans ces cas-là, autant mettre de l'administration qui gère et plus d'élus. Parce que ça veut dire ça, en fait, quelque part. Donc c'est ça qui m'inquiète. Et puis, vous parliez des entreprises, je connais bien le monde de l'entreprise, et vous disiez que dans l'entreprise, aujourd'hui, il n'y a plus une gestion verticale. Je dois vous dire que ça fait longtemps qu'il n'y a plus une gestion verticale pour certains chefs d'entreprise. Ceux qui ont compris, ils le font depuis longtemps. Et par contre, je suis étonné d'une chose. Moi, je n'ai jamais été dans un parti, et c'est pour la raison pour laquelle je n'ai jamais été dans un parti. C'est que dans les partis, malgré tout ce que vous expliquez là aujourd'hui, il y a toujours une gestion verticale. Même aujourd'hui. Et si vous voulez, ça veut dire que les représentants des partis qui normalement connaissent les hommes sont dans cette gestion-là. Et si vous voulez, alors je suis complètement d'accord sur ce que vous dites, mais si vous voulez, moi qui suis un brave citoyen, on va dire, quand je vois ça, je me dis, mais je ne vais pas aller dans un parti, là. On est en train de me raconter des conneries. C'est-à-dire que c'est un homme qui décide. J'ai des exemples, pas simplement au niveau national, c'est un homme qui décide de tout. Et qui ne demande rien à personne. Non, mais c'est... Et si vous voulez, quand on en arrive là, on est dans l'antithèse de ce que vous expliquez. Ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance, du peuple, justement, de ce qui se passe, et surtout qu'on n'a même pas la connaissance de l'entreprise. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que les parties soient un peu différentes, vous voyez. C'est une réflexion, mais je voulais vous poser la question pour savoir votre expérience là-dessus. Patrick, tu veux dire un mot? Non, mais pour la question que vous avez posée, là, ce qui a déclenché d'ailleurs ce mouvement des Gilets jaunes, c'est le 80 km. Donc ça, c'est un exemple qu'Hervé a pris. Alors le carburant, bien sûr, et c'est là où le clivage, si vous voulez, entre Paris, la région parisienne, où vous achetez votre ticket, là c'est le pass Navigo. Alors je ne connais pas le coût, mais disons, on voyage pratiquement gratuitement pendant un mois, alors qu'ici, dans nos territoires ruraux, c'est pas la même chose. Hein. Il faut la voiture, il faut le carburant qui va dedans. Hein, en sachant que les gens, parce que moi aussi j'ai rencontré les Gilets jaunes, hein, je l'ai dit déjà, j'ai rencontré une fois 2 personnes qui faisaient l'effort d'aller bosser, qui travaillaient dans une grande surface, je ne citerai pas le nom de la surface et encore moins de la ville, qui faisait 40 à 50 km par jour pour 900 € par mois, c'est-à-dire que ce sont des gens qui bossaient, qui étaient obligés d'avoir une voiture pour aller bosser. Hein, et on les emmerde, excusez-moi l'expression, avec le contrôle technique, parce que ça a commencé par là, le contrôle technique. Hein. Moi, je suis un professionnel de l'automobile, hein, vous le savez tous. Eh bien, du moment qu'on a une voiture qui a de bons pneus, de bons freins, un bon éclairage et une bonne direction, 4 éléments essentiels, ça suffit. On n'emmerde pas les gens pour le reste. Si la voiture tombe en panne, ils iront la faire réparer. Donc ça a commencé comme ça. Voilà, et ce qui m'a outré, si vous voulez, en tant que représentant d'un département, président du département de Lyon, c'est qu'on ne nous a pas concertés.
En plus, c'est quand même le département qui a la responsabilité des routes. Hein. Il y a 4850 km de routes dans le département de Lyon. On a la responsabilité de la signalisation, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'État décide, c'est pas l'État, c'est un homme qui a décidé. Hein. Et je suis désolé, hein, c'est un homme Normandie, mon cher Hervé. Parce que c'est quand même le Premier ministre qui s'est arc-bouté là-dessus. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Alors pour tout le reste, moi je suis effectivement entièrement d'accord avec ce qu'Hervé et la foule ont pu dire. Il faut conserver les élus de proximité, parce que nous sommes les relais avec vous, hein, les concitoyens. Voilà. Et le jour où on n'aura plus ça, eh bien, vous allez voir, hein, là c'est terminé, là. Terminé. Alors c'est sûr que, en matière de démagogie, il n'y a pas mieux. Hein, on soumet au peuple, c'est ce que je crains d'ailleurs. Hein, Hervé ne l'a pas dit, mais moi je vais le dire. Hein, on va soumettre au peuple, en fait. Allez, on supprime des parlementaires, on va supprimer des députés, des sénateurs. Vous avez combien 60-70% de gens qui vont dire « Ouais, bravo hein, bravo !» Mais seulement, oui, quand je dis 70, je suis peut-être loin du compte. Mais seulement, attention au lendemain. Hein, voilà. Donc il faut arrêter ces discours démagogiques. Hein. Alors, puisqu'il m'a donné le micro, tant pis, c'est fait. Moi, le grand débat national, j'y crois pas. Hein, le grand débat national, c'est gentil, c'est gentillet, hein, naturellement. On se rend compte aujourd'hui, finalement, qu'il y a des Français qui vivent dans les campagnes, hein, et on va aller les rencontrer. Voilà. Eh bien, non, on ne se fout pas de la gueule du monde comme ça, si vous voulez, excusez-moi, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est sûr, quand on a vécu à Paris toute sa vie, on ne se rend pas compte qu'il y a la campagne. Hein, mais quand on y est dans le monde, dans la ruralité, alors le grand débat national, ça ne sert à rien. C'est faire semblant, c'est donner, voilà, c'est de la poudre aux yeux. Et moi, je dis ce que j'en pense. Voilà. Après tout, c'est comme ça. Et puis, Henri, vous voulez dire un mot? Pardonnez-moi, je voudrais dire un petit mot sur les institutions, à la fois locales et nationales. Après avoir dit à Hervé tout le bonheur que j'ai de le rencontrer ici dans Lyon, je suis d'accord avec toi sur puisque nous avons exactement la même filiation politique d'origine et on y est toujours resté fidèle. Sur les institutions, moi je crois qu'on ne peut pas échapper à une organisation, fût-elle différente, une démocratie représentative. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Parce que si on devait déplacer le curseur trop loin dans la démocratie directe, croyez bien qu'il y aurait de nombreux inconvénients, et parmi ceux-ci, ce serait la dictature de la minorité. Alors qu'aujourd'hui, on a peut-être la dictature de la majorité par la représentativité. Donc il faut réfléchir à ça. Sur un plan concret et local, comme parlementaire, et je pense qu'Hervé était évidemment sur cette ligne-là, nous nous sommes toujours battus pour que les conseillers communautaires ne soient pas élus au suffrage universel. Car le jour où ils le seraient, les conseillers municipaux sont morts, et par conséquent, les mairies sont mortes. Et on revient à un point très important en matière de proximité qui a été tout à fait nécessaire, soulevé par Hervé. Donc on s'est battu comme des chiens. Et on doit avoir, je crois, une notion très simple. Je suis désolé de parler de moi, mais ça fait quand même quelques décennies que je préside une intercommunalité qui est née en 1926, pas moi, mais l'intercommunalité. Eh bien, pour nous, quelles que soient les équipes municipales qui se sont succédées, l'intercommunalité a toujours été considérée comme le prolongement direct de la commune. Et ça, si on arrive à conjuguer ça au présent, il y a une articulation et une harmonie qui peut se faire. Et je vois, comme toi, Hervé, ou Patrick, des grandes intercommunalités ici ou là, dans d'autres départements, je ne citais personne ici, bien sûr, où les maires sont complètement noyés dans une assemblée pléthorique dans laquelle ils ne parlent pas, où ils n'osent pas parler, et au bout de quelques fois, ils ne viennent plus. Et donc ça, c'est très grave. Voilà ce que je voulais dire sur le plan local. Sur le plan national, c'est vrai, les institutions de la Ve République sont extrêmement solides. On le doit au général de Gaulle. Mais les institutions de la Ve République, elles ont été bâties sur un certain équilibre qu'on s'est échiné à détricoter au fil des années par des réformes constitutionnelles successives.
Je rappelle, même si aujourd'hui, les durées de mandat, évidemment, parce que le temps s'est accéléré. Mais le président était élu pour 7 ans, les députés pour 5 ans, les sénateurs pour 9 ans, les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux pour 6 ans. Et donc ça a fonctionné comme ça jusqu'au moment où, effectivement, par touches successives, on est revenu en arrière avec cette histoire d'élection du président de la République au suffrage universel. Et moi j'ai voté, ça fait partie des plus grosses bêtises que j'ai votées, je l'assume, j'ai voté pour le quinquennat parce qu'à l'époque, pas toi, mais moi, j'ai fait cette bêtise parce qu'à l'époque, le président de la République de l'époque était harcelé, 1 par M. Jospin, 2 par M. Giscard d'Estaing, nous avait dit de le faire. Et nous l'avons fait, mais effectivement, on voit bien les effets pervers, ils sont catastrophiques. Alors moi je crois, mais qui pourra le faire? Qui osera le faire? Je crois que l'élection du président de la République au suffrage universel aujourd'hui, avec les pouvoirs qui sont les siens en France, eh bien ça n'est plus adapté à la situation. Et quand on regarde les démocraties qui fonctionnent bien, ce sont des dans le monde, ce sont des démocraties parlementaires. Alors que nous, c'est totalement présidentiel. Et il faudrait qu'on ait le courage de revenir là-dessus pour donner le pouvoir au Parlement, parce que le Parlement, c'est aussi la proximité. Et donc, on a fait collectivement un choix qui aujourd'hui s'avère être un mauvais choix et qui ne correspond pas à l'évolution de la société. Voilà. Il faut que le président de la République, il incarne, c'est très important dans les circonstances actuelles et dans l'environnement mondial actuel, que le président de la République, il incarne l'unité nationale, le rassemblement national, et que la politique, par secteur, grand secteur d'activité, elle soit menée par le Parlement et son prolongement, le gouvernement, comme ça se passe par exemple en Allemagne ou dans d'autres grands pays qui à cet égard nous donnent des leçons. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça, c'est très compliqué, mais les yakas et les faucons, en cette matière comme dans les autres, eh bien ça n'a jamais fait le bonheur de la démocratie. Très bien. Bien. En vérité, si je suis honnête, il y a eu une tentative de construction d'un modèle différent par les partis politiques. Ça a été en marche. Durant la campagne, c'était simple. Dans le moment de la campagne, ça a été oublié. Mais on a eu au moins une fois dans le débat démocratique un système dans lequel il y avait une espèce d'horizontalité, de participatif, de modèle dans lequel on considérait que tout n'était pas dans les mains, était bâti sur un système capitaliste. Bon, ça n'a pas duré. Mais il y a eu cette tentative. Pourquoi les partis politiques alors échappent à ce besoin-là? Je pense que c'est directement lié aussi à l'élection présidentielle. Ben oui, évidemment. Dès lors que tout devient une question, où tout repose sur une personne dont on dit qu'il sera l'homme providentiel dans la France, qui sortira la France de ses difficultés, eh bien on se retrouve dans un modèle où les partis politiques reproduisent le même système, avec l'idée que celui qui sera à la tête du parti sera le providentiel de demain, qui sera le premier présidentiel. Parce que tout ce bâti, quand vous voyez les partis politiques en Allemagne, dans les Angleterre, c'est des partis politiques qui virent le patron du parti, même qu'il est Premier ministre, etc. Donc, sauf que nous, comme on a tellement créé une monarchie républicaine qu'au bout du compte, on est dans ce schéma-là. Voilà. Monsieur, alors, il y a le président a peut-être comme vous dire quelque chose et monsieur. Et madame. Allez. Alors, on commence par qui? Il y a un micro là, c'est allez, monsieur. Bravo, le président. Bonsoir. Patrice Templier, le référent de la République en marche pour Lyon. Je reviens à votre association, qui est l'objet de notre réunion ce soir, Territoire. Si j'ai bien compris, vous vous opposez à un modèle girondin, à un modèle jacobin. Un petit peu.
fédérale. Et en gardant la partie régalienne certaines parties régaliennes pour l'État central. Et donc, je voulais vous demander si cette vision que vous avez ne serait pas un peu fédéraliste. Et d'autre part, je réponds à notre président du département, M. Champeau. Je regrette sincèrement le revers de main de la main tendue du grand débat et de lui traiter une inutilité avant même qu'il soit commencé. Donc je regrette cette position et j'aurais aimé que vous puissiez amener le département à participer à ce grand débat et on verra après si c'est positif ou pas. Mais le balayer d'une main alors qu'il y a une main tendue, je trouve ça un peu regrettable. Voilà, merci. Sur la question que vous évoquez, moi je ne suis pas pour un système fédéral en France. Je pense que la France a une passion égalitaire trop forte pour qu'on soit sur ce modèle-là. Et d'ailleurs, puisque j'ai évoqué le grand débat national, moi ma vision des choses, il y a eu certes les éléments qui ont créé, pour être les détonateurs du mouvement social qu'on a connu au mois de novembre. Je pense que l'erreur fondamentale, c'est un président de la République qui s'est adressé qu'à la France de la mondialisation heureuse, qu'à la France qui réussit et qui a oublié l'immense passion égalitaire des Français, en ne s'adressant pas à celles et ceux dont la condition est plus modeste. Je pense que c'est ça le fond du sujet. Et qu'en ne s'adressant qu'aux métropoles et à ceux qui réussissent, on a besoin bien entendu de Français qui réussissent, c'est pas débat. On a créé les conditions du déséquilibre quand, en plus, on s'est évertué à se fâcher par des phrases malheureuses une grande partie de nos compatriotes. J'ai dû entendre 100 fois la formule que j'avais d'ailleurs oubliée dans une gare, il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Ça, c'est des phrases qui sont mortelles quand on incarne ce que représente le président de la République dans l'imaginaire collectif, c'est fou. Chaque fois qu'on voit le président, moi je suis fasciné, là, il y avait un grand débat dans ma région. Quand j'étais avec Nicolas Sarkozy, je trouvais, alors qu'on n'était pas parfois bien bas dans les sondages, à chaque fois qu'il apparaissait dans un débat public, les gens rentraient dans une espèce de fascination qui était incroyable, qui est liée à l'imaginaire qui retourne du président de la République, une espèce de chef thaumaturge qui pourrait guérir les malades. Et là, c'est incroyable. C'est pareil, les maires étaient tous dans une espèce de fascination assez incroyable. Et quand on a cette responsabilité dans un imaginaire pareil, il faut être attentif. Hein. Ça m'arrive d'en faire, je vous remercie, je ne suis pas président de la République. On a une obligation d'attention sur sa parole qui est très forte. C'est impressionnant. Mais moi, je ne suis pas pour un système fédéral, je suis pour un système où on donne une autonomie aux pouvoirs locaux pour les politiques de proximité. Voilà. Monsieur le Président. Alors, je pense que le problème n'est pas tant le millefeuille que sa verticalité. Et ici, on a subi la difficulté avec un préfet précédent que vous avez d'ailleurs connu dans votre région Normandie. Qui s'appelle comment? Moreau, dans l'ordre. Il était dans l'ordre. Donc, il n'est pas parti comme préfet. Vous avez formé une grande communauté de communes qui aurait une communauté d'agglomération, d'ailleurs, qui aurait absorbé le Chablisien et le Vermontonnet-Bouche-Bonnet. Donc, Patrick et moi n'avons pas été d'accord sur cette façon de faire, parce qu'une communauté d'agglomération et une communauté de communes rurales n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements et les mêmes objectifs. La communauté de communes, c'est du service aux habitants. La commune, c'est du service aux habitants. Il suffit que chacun des deux partenaires communes et communauté de communes respecte bien le rôle de l'autre et que chacun intervienne dans des domaines où c'est simplement un critère d'efficacité du service aux habitants. C'est clair que tout ce qui est déchets, c'est pas à l'échelle de la commune. C'est clair aussi que les services de proximité aux habitants, c'est pas nécessairement la communauté de communes de les régler.
Donc le problème du millefeuille, il est celui-là, que l'État ne se mêle pas, comme vous l'avez dit, de domaines qui peuvent être parfaitement réglés par les autres domaines, mais aussi que les autres tranches du millefeuille n'aient pas à intervenir les unes et les autres. Quand il faut monter un dossier d'aide aux entreprises où intervient la communauté de communes et la région, c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les mêmes objectifs. Donc, trouver des formes d'intervention qui soient plus simples. Oui, moi j'en reviens, monsieur, je vais répondre. Je ne voulais pas vous offenser, attention, que les propos soient interprétés à leur juste valeur. En fait, le fond, non, mais vous avez raison et je vais vous répondre parce que, en fait, le fond de notre rencontre ici ce soir, on a parlé de démocratie participative. Mais tout ce qui a été dit par rapport aux élus de proximité, par rapport aux parlementaires, supprimer les parlementaires, la démocratie, elle doit fonctionner naturellement. Et là, c'est vraiment, si vous voulez, l'exemple qui montre bien qu'il y a un seul homme dans ce pays qui dirige et qui se sent obligé d'aller rencontrer tous les Français. Et c'est bien ce qu'il fait. C'est courageux. Passer 7 heures dans un gymnase, mais c'est sportif. Il faut être costaud, il faut être jeune. Mais attendez, il y a des députés aujourd'hui qui sont des élus de proximité. Ce qu'Hervé a dit tout à l'heure, et moi je suis tout à fait d'accord. On a voulu, pour faire plaisir au peuple, paraît-il, ça c'est de la démagogie, vous voyez. Dire on ne cumule plus les mandats. Mais c'était bien quand on avait un élu qui était à la fois élu national et élu de proximité. Aujourd'hui on fonctionnarise, on va fonctionnariser, excusez-moi, j'étais fonctionnaire aussi en un certain temps de ma vie, on va fonctionnariser la fonction de député. Donc voilà, je ne veux pas, et ça j'ai eu l'occasion de le dire aussi, mesdames et messieurs, je me permets de le faire quand même, parce que effectivement notre démocratie aujourd'hui, elle a du plomb dans l'aile. Je pense que la situation du pays est quand même très préoccupante. Et j'ai eu le courage, et je vais encore l'avoir aujourd'hui, c'est pas du courage après tout, j'ai passé l'âge d'avoir peur, mais moi je suis un républicain, avant j'étais UMP, voilà, j'assume pleinement. Eh bien, on n'a peut-être pas fait le boulot non plus. Donc, ne tapons pas non plus sans arrêt aujourd'hui sur ce qui nous reste de la démocratie et ceux qui l'incarnent. Parce que là aussi, tu l'as dit, Hervé, on risquerait d'avoir des lendemains douloureux. Donc, je ne suis pas de ceux, effectivement, qui tapent systématiquement, qui se contentent de faire des constats, qui condamnent tout ce qui est fait aujourd'hui au niveau du gouvernement et du président de la République. Mais malgré tout, donc j'en reviens au sujet qui a pu peut-être vous choquer, et je m'en excuse, ce n'était pas le but, eh bien je considère aujourd'hui que il serait temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il serait temps effectivement que les gens qui nous gouvernent et qui n'ont pas conscience du terrain, de ce qui se passe dans le monde rural, eh bien aillent rencontrer la ruralité. Vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. On ne va pas épiloguer là-dessus pendant toute la soirée. C'est ma démarche. Mais c'est normal, c'est normal. Et vous êtes, c'est tout à votre honneur, cher monsieur. Mais ça, je voulais justifier ma réaction un peu passionnée, mais c'est bon, les gens me connaissent ici, ceux qui me connaissent savent que voilà, je suis quelqu'un de passionné. Quand j'ai des choses à dire, je le dis avec passion. Voilà, c'est tout. Alors, madame. Dominique Aguilar, maire de Tonnerre. Moi, je voudrais revenir sur l'intercommunalité. C'était Henri Nallet qui a été maire de Tonnerre. Oui, tout à fait. Et en particulier, vous, messieurs les ministres Hervé et Henri, vous avez parlé de bâtir une politique de proximité et donc de faire confiance aux élus de proximité. Et Henri, de dire que l'intercommunalité, c'était la continuité de la collectivité. De la commune, bien sûr. J'entends bien ce que vous dites et je partage tout à fait votre point de vue. Sauf que... On l'attendait. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et j'en suis témoin, parce que dans mon intercommunalité, ça ne se passe pas comme ça. Et je suis également élue référente dans le cadre des femmes élues au niveau national. Et je peux vous dire que ma communauté de communes et la collectivité dont je suis le maire n'est pas une exception. On voit très bien qu'il y a de nombreuses collectivités ou intercommunalités où en fait la ville-centre n'est pas représentée dans l'exécutif.
Ce qui veut dire que les décisions, nous avons une intercommunalité de 17 500 habitants, 75 délégués, sur 80 km, avec, je vais prendre un exemple qui est assez parlant, la compétence scolaire, et donc la proximité. Le maire n'a plus de proximité avec ses familles, puisqu'en fait, il ne pilote plus ses écoles. Donc, je crois que, en effet, l'intercommunalité, la collectivité ont un sens tout à fait intéressant à jouer, mais quand, en fait, on est déjà détaché du premier étage ou échelon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça va, je dirais, la collectivité, l'interco, on est déjà en décalage. Alors après, je ne parle pas du reste, on est complètement absent, je dirais, des décisions au niveau départemental, un peu régional, et puis national, évidemment. Et je crois que ça, il faut absolument que cette information-là remonte, parce que, en tout cas, nous, dans le séminaire et dans le groupe de travail dans lequel je suis au niveau national, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, et c'est quelque chose qui pose une véritable problématique de gestion au quotidien. Monsieur, on n'a rien à dire, hein, vous avez tellement raison. Mais bon, ça... Mais bon. Monsieur, donc vous devez adhérer à l'association parce que vraiment vous êtes mais je termine, mais bon, là après il y a aussi, malheureusement, il y a le modèle idéal tel qu'on présente et après il y a la vie. Dans une intercommunalité, pensez qu'on met de côté la ville-centre, j'ai bien compris que c'est pas chez vous, c'est tellement débile que, enfin voilà, c'est même pas concevable. Si la ville-centre n'est pas prise en compte, je ne dis pas forcément que le maire de la ville-centre doit être le président de l'intercommunalité, mais on ne peut pas imaginer qu'une intercommunalité se porte bien si la ville-centre n'est pas complètement associée au développement de l'intercommunalité. Enfin, j'ai une chose qui m'échappe. Bon. Mais bon, vous voyez, moi je me suis pas, j'imagine que vous faites pareil. Moi je refuse de faire de la politique dans la région. Que le maire soit France Insoumise, Républicain, UDI, PS, PC, je m'en fous. Je fais en sorte qu'il puisse bénéficier à chaque fois qu'il porte un projet important pour la région du même soutien de la région. Parce que je pense que vraiment, on a une obligation qui est celle de rassembler. C'est-à-dire, on est grand quand on se rassemble dans la gestion locale. On n'est pas à l'Assemblée, on est bataille rangée. Enfin, c'est le contraire du schéma dans lequel on doit être. Enfin voilà. Et puis alors, ça c'est mon point de vue. Alors je pense qu'il y a plein d'élus qui ne sont pas d'accord avec moi dans la salle. Mais moi j'ai toujours contesté l'idée d'enlever au maire la gestion de son école. Qu'on procède à des regroupements à quelques communes, à quelques-uns pour gérer une histoire, oui. Mais l'école, c'est le sujet de la proximité immédiate. Si on considère que le maire, c'est le chef de la tribu, la première expression de la tribu, c'est s'occuper des enfants. Et le maire, il est capable de gérer les parents d'élèves dans une relation quotidienne, il est capable d'avoir cette relation avec les instituts. Dès lors que vous remontez tout ça dans des intercommunalités, vous recréez des modèles dans lesquels on crée des process administratifs comme vous le disiez, et où au bout du compte, ce sont des fonctionnaires qui sont appelés à gérer des choses qui doivent être gérées avec de l'humain. Donc moi, je suis président d'une intercommunalité, parfois il y a des maires qui veulent se débarrasser des trucs qui me disent tu vas prendre les écoles. Je ne me jamais, donc je serai président d'une intercommunalité, on prendra les écoles. Parce que j'ai été maire, et je voulais que mon école, c'était mon histoire, avec mes parents d'élèves. Enfin, je vous le dis parce que je le crois vraiment profondément. Et je pense que quand on fait le schéma inverse, alors là, ça y est, on redésincarne, on enlève la proximité, on crée des modèles dans lesquels les gens se disent les parents d'élèves, comment vous le gérez après? Ah ben, vous ne gérez pas. Et voilà. Alors, vous faites appel à l'intercommunalité, il suffit que le vice-président de l'intercommunalité soit un abruti qui s'occupe de cette histoire. Voilà. Jean-Monsieur Plouche.
Ben, ça va. Non, mais moi je crois beaucoup à la proximité. J'ai bien aimé deux points, ce que vous avez dit sur les XXL, parce qu'effectivement, on le voit bien dans le Lyon, les intercommunalités qui ont réussi à rester à taille humaine fonctionnent comme de vraies intercommunes, et celles où on a voulu faire des gros trucs, ça ne marche pas. Il y a des différents problèmes, et j'en remets une couche sur ce point, où à une époque il existait des syndicats. Dans le monde, c'était la compétence facultative. Aujourd'hui, on va imposer des compétences obligatoires qui, en plus, nous viennent de très haut. Quand je vois qu'on va nous imposer l'eau pluviale dans une intercommunalité, une communauté d'agglo rurale, où on a des kilomètres de chemin et où ça va coûter très cher, on va à l'envers du sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne ferait pas mieux déjà de ne plus faire de transfert de compétences quand tout le monde sait qu'après transfert, la compétence coûtera plus cher qu'avant, avec un service qui en plus sera moins bon qu'avant. Et j'en veux pour preuve, c'est que dans cette intercommunalité-là, le transfert du développement économique, qui était au 1er janvier 2017, n'a toujours pas été voté. Je crois qu'on est en 2019. Parmi les questions, j'en rajoute. Dans les couches, on nous a imposé également les PETR. Parce que, soi-disant, les intercommunalités, elles ne sont pas assez grandes pour conventionner avec la région. Comme vous êtes président de région, j'ai bien aimé votre chapitre sur les bateaux, parce que souvent, l'Europe, c'est le bouc émissaire, comme si tout était comme ça, puis quand on va vérifier, en fait, c'est pas du tout comme ça. Et donc, est-ce que dans votre région, vous avez eu le droit de conventionner directement avec les intercommunalités, parce que les PETR, à part faire l'administration et de l'administratif et de la réunion supplémentaire, ça ne sert à mon avis à rien. Et dernier point pour monter au dernier étage, tout aujourd'hui repose sur un homme providentiel, effectivement, de mandat de 5 ans, 5 ans, mais en plus, avec ces grandes écoles à produire aujourd'hui un certain nombre de hauts fonctionnaires qui se reproduisent de père en fils, et ou de mère en fille, il n'y a pas de problème, on peut faire la parité. Ou de mère en fils. Ou de mère en fils. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'est vraiment l'homme providentiel qui commande toutes ces évolutions, ou est-ce qu'elles sont imposées par quelqu'un qui là-haut a toujours un dossier de prévalence, vous avez été ministre, et donc de nous imposer des choses qui sont complètement contraires à ce que veulent les citoyens. Et à mon sens, quand on est élu, c'est pour améliorer les choses à la fois pour les gens, pour le service, sans charger la mule. Là, on fait le contraire, alors que ça vient d'en haut. Bon. Après, chacun vit sa vie. Hein. Moi, j'ai supprimé les PETR. Je les ai fait supprimer parce que j'ai dit que je ne voulais pas négocier, conventionner avec les PETR, mais avec les intercommunalités. Voilà. Donc, bon, voilà. Et j'ai dit, les deux régions finançaient des postes dans les PETR. J'ai dit, écoutez, on va faire une première économie, c'est que je ne vois pas pourquoi on a besoin d'un système qui crée le guichet, quand les intercommunalités, avec les tailles qu'elles ont atteintes, sont tout à fait en capacité de négocier avec les régions. Donc, on a un dialogue régulier avec les intercommunalités, on a signé des contrats de territoire, j'imagine qu'il y a à peu près la même chose chez vous. La semaine dernière, j'avais une réunion avec mes présidents d'intercommunalité, on abordait les questions de santé et comment on pouvait répondre au désert territorial, au désert en matière de santé. Et donc, très régulièrement, on a des moments de dialogue dans la région avec les intercommunalités. Je fais l'effort, c'est assez lourd, mais de faire des déjeuners ou des rencontres, en fonction de mon emploi du temps, avec les maires des intercommunalités. On a un dialogue une fois par an. J'ai 71 intercommunalités, donc c'est un peu d'exercice physique. Hein. Mais ça permet de rentrer à la maison, que ma femme dise que je ne grossis pas. Et donc, mais je n'ai jamais compris que sans les PETR. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais après je peux comprendre qu'on puisse aimer les PETR, je connais sa vie. Mais je pense que quand on veut faire des économies, on va les unique. Bon. C'est pas tellement le fait, c'est que je veux dire, dès lors que, encore quand il y avait des intercommunalités de 3000 habitants ou 4000 habitants, on pouvait comprendre qu'il puisse y avoir une structure qui souhaite à examiner les choses au titre d'un bassin d'emploi. Bon. Mais maintenant, bon, enfin bref.
pardon Patrick si tu défends les PETR, mais je dis les choses. Moi, en plus de ça, une fois de plus, toi tu les défends? Ah ben oui. Bon, ben bien. C'est bien, mais c'est ça, c'est la diversité. Mais après, il en reste 2 en Normandie. Mais ils ont tellement démontré leur utilité que personne ne les élus ont décidé de les financer par eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit au président de PETR quand j'ai dit j'arrête de vous financer, moi machin, il me dit mais j'ai dit écoutez, si les élus trouvent que le PETR a une vraie valeur ajoutée, l'intercommunalité va les financer sans subvention de la région et il les financera parce qu'ils apporteront quelque chose. Et il y en a 2 qui sont restés en Normandie parce que les 2 présidents de PETR sont des mecs remarquables, qui font un super boulot et que les élus se sont dit, voilà. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin nécessairement de construire ce schéma. Et la deuxième question qui était la question de la technocratie, dont je suis issu, hein, donc j'en parle. Je pense que dans cette histoire, il y a... moi j'ai regardé quand le gouvernement, pendant que je m'en plus, j'étais plutôt séduit pour être honnête. Je suis souvent dur à être un peu vite maintenant, mais j'ai été séduit. Voilà, j'ai été séduit. J'ai été séduit parce que je voulais que le pays se transforme, parce que je suis libéral et que je pense qu'il faut une économie performante, mais je sais aussi qu'issu du milieu modeste, que le schéma ne peut pas exister en oubliant un élément majeur de l'équilibre qui est de s'adresser à tous les Français, et notamment à ceux pour qui la vie est moins facile que ceux qui ont la chance d'être dans la mondialisation. Mais j'ai observé toute une série de décisions et je me suis dit qu'au bout du compte, on était dans un modèle où beaucoup de membres de gouvernement se sont fait refourguer par la technostructure. J'évoquais les APL, mais j'ai 36 exemples, je ne les ai plus forcément en tête, où l'absence d'expérience des membres de gouvernement les a amenés à considérer comme des idées neuves ce qui étaient des idées rabâchées depuis des décennies. Pour la baisse des APL, ça repose sur une idée que toute la technocratie a toujours défendue, qui est de dire le prix des logements augmente parce que les subventions augmentent. Et donc en clair, grosso modo, on a une échelle de perroquet. La même chose pour les médecins. Moyen de médecins. Moyen de médecins, mais on aura des dépenses de santé. Il y a toutes ces histoires-là, diverses et variées. Quand on a fait notre truc avec les présidents de PCI pour essayer de régler les choses, j'ai fait venir Philippe Vigier, qui était président d'une commission d'enquête sur les questions de santé. On pourrait globalement recréer 10 000 médecins généralistes très rapidement par un certain nombre de décisions, sauf que la technostructure empêche ce genre d'évolution. Bon. Et donc on a... c'est une savante, et au bout du compte, c'est une savante alchimie, donc je ne connais pas la recette, hein, mais une savante alchimie d'un exécutif dans lequel vous avez à la fois l'énergie émanant d'hommes et de femmes qui n'ont pas forcément des années d'expérience et qui ont l'enthousiasme lié à cela, pas parce que vous avez quelques années de plus que pour autant vous êtes moins enthousiaste d'ailleurs, et la nécessaire expérience. Je serais, j'ai aucune envie de rentrer dans un gouvernement, mais je serais ministre aujourd'hui, je ne serais pas le même que le ministre de 2007. Et si on a la chance d'être, puisqu'on a fait un sondage il n'y a pas longtemps avec des taux d'appréciation de la politique régionale assez formidables dans la région, si on a la chance d'avoir bâti ce modèle en mettant beaucoup d'énergie dans la région, en créant des choses assez innovantes, ou même très innovantes, etc., semble-t-il assez reconnues par les Normands à l'heure actuelle, je dis à l'heure actuelle, c'est pas très modeste, c'est parce que j'ai aussi cette expérience qui fait que j'ai appris et que c'est pas à 57 ans, on n'est pas mort, quoi, voilà, quoi. Et donc il y a cette alchimie savante. Je veux dire, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, ça n'a jamais été mon courant politique, mais il faisait le job parce qu'il avait l'expérience de ce qu'il avait été, et qu'en même temps on pouvait avoir dans un même gouvernement
un homme qui incarnait plus la modernité et le renouveau. Et je pense qu'il y a, voilà, que le risque, c'est de construire un modèle dans lequel on finit par reproduire les mêmes. C'est-à-dire qu'entre Édouard et Emmanuel Macron, ce sont des personnalités différentes, mais c'est le même schéma. Et quand vous y mettez les directeurs de cabinet et les collaborateurs, c'est encore le même schéma. Et donc, on est dans un schéma. Moi, j'ai fait le programme de François Bayrou en 2007. J'étais en charge du projet, j'ai beaucoup travaillé. Donc, on avait 100 ou 150 technos qui bossaient avec nous pour préparer tout ça. Mais s'il n'y avait pas d'élus, on avait la pensée unique dans son expression la plus totale, absolue. Et donc, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui ont eu des échecs, des réussites, qui se sont plantés dans les élections, qui ont appris la modestie parce qu'un jour, l'électeur qui l'aimait ne l'aimait plus le lendemain et il lui a fait savoir. Et que, voilà, on a péché probablement par orgueil que désormais la réussite était éternelle, quoi, quelque chose de ce genre. Non, vous ne trouvez pas, monsieur Zélégué d'En Marche? Absolument. Bien. Dernière question, monsieur. Parce que Henri Dragon me dit il est temps que je rentre à la soupe. Non, on a On a eu le pivot lancé de notre président départemental sur ce grand débat national. Donc, je vais avoir notre pivot sur ce grand débat et savoir de quelle manière vous voulez participer. Merci. Je pense que l'échelle régionale n'est pas la bonne échelle pour ce débat. Qu'on soit clair, c'est pas moi comme en région d'organiser ça. Si en même temps il faut que j'organise, que je prête mon hémicycle pour les trois éléments. Parce que pourquoi pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Le vrai sujet, ça va pas être, c'est pas le débat. Très franchement, on sait déjà à peu près l'ensemble des revendications des Français. Moi, je peux vous les écrire, je pense que je ne vais pas me tromper beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que vous allez me donner votre mail et je vais vous dire quelles vont être les revendications qui vont ressortir. Et dans 3 mois, s'il y a moins de 50% des revendications qui sont comparables à celles que je vous propose, je vous invite à l'hôtellerie des Clos et inversement, si c'est ouvert. Dans 3 mois, ça sera ouvert. Parce que je peux quasiment déjà vous les écrire. On va avoir 2 sujets pour le président public. Le premier, c'est qu'il arrive à rebâtir un lien de confiance et d'estime avec les Français. Moi, j'ai jamais entendu des Français s'exprimer avec autant de violence et de haine. J'ai jamais vu ça. Même Nicolas Sarkozy ne lui arrivait qu'à la chute. Je sais que parfois on entendait des vertes et des pas mûres. Bon. Mais rien. Donc il y a cette question-là. Je pense qu'il en a conscience, le fait de passer 7 heures à Grand-Bourtonde, et puis 7 heures ensuite et 7 heures demain. Voilà, il y a... Bon, enfin bref, donc il y a cette question-là. Il y a... qui passe aussi par le retour du président de la République en France. Moi, j'étais très frappé par ça. Pendant 18 mois, il a été atteint par le même syndrome que tous les chefs d'État, Henri, et de considérer que, grosso modo, il refaisait le monde en passant de la scène internationale en Amérique latine à l'Asie et en finissant par l'Afrique. Et qu'au bout du compte, quand vous regardez les agendas, 15 jours sur la moitié du mois, c'était l'étranger. Et je me souviens quand le président Giscard d'Estaing me faisait l'honneur de m'inviter à des petits déjeuners pour échanger, parce qu'il aimait beaucoup les questions de défense. C'était un très grand président de la République sur les questions de défense, contrairement souvent l'idée sur laquelle, c'est quand on est centre droit, on ne peut pas être très grand en question de défense. Il a fait beaucoup pour les armées, donc ça l'intéressait beaucoup, donc il faisait le plaisir de m'inviter 2 fois par an à un petit déjeuner. Je me souviens, Valéry Giscard d'Estaing nous disait, mais à quoi ça sert d'être constamment dans un avion pour une rencontre internationale? Qu'est-ce qu'il en sort de ces rencontres? Quelle est la résultante de la construction la construction du monde quand on passe d'un sommet international à une rencontre bilatérale avec des engagements où
grosso modo, il faut voir comment ça se passe. En vérité, on va dans un pays, on reçoit un pays, et puis il faut bâtir un protocole démontrant qu'on va signer des marchés qui, de toute façon, allaient être signés, quoi qu'il arrive, etc., parce qu'ils étaient signés avant. Donc en plus, il y a une mise en scène qui est absolument considérable. Et donc moi, j'étais frappé de voir que le président de la République a à la fois passé 7 heures sur la question du prix du permis de chasser et 15 jours par mois à l'étranger. Je pense que et ils ont tous eu à peu près le même problème. Hein, regardez. Et donc, je pense qu'il y a absolument besoin qu'ils se reconcentrent sur la question nationale. Un, il y a cette question de relation avec les Français, et deux, qu'ils se reconcentrent sur le pays et sur les enjeux du pays. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Donc ça, c'est le chemin qu'il a emprunté, de toute évidence. Et le deuxième sujet, c'est la question des arbitrages issus du débat. Parce que vous aurez la baisse de la CSG, vous aurez la suppression de l'IS, vous aurez la baisse de la TVA sur les biens de première nécessité, vous aurez la réindexation des retraites, vous aurez... je l'ai dit, je crois, l'ISF, hein, vous aurez la baisse de la dépense publique, l'accroissement des services dans les territoires ruraux, vous aurez... après, il y aura le sujet démocratique, mais encore cela, c'est le moins compliqué, si je puis dire. Dire on va supprimer 150 députés et 100 sénateurs, c'est pas... Voilà. Bon, mais on voit bien que, au bout du compte, quand on va mettre sur le champ de l'économie et du social, l'édredon ne pourra jamais rentrer dans la valise. Et avec des choses totalement contradictoires. Il y a là aussi la suppression des aides, des réductions de cotisations sociales. Bon, les 80 km/h, mais ça, c'est pas le champ de l'économie. Mais sur le champ de l'économie du budget, on va avoir des trucs qui sont impossibles et qui sont totalement contradictoires. Et donc la question, c'est comment on arrive à bâtir une solution où on ne remet pas des centaines de milliers de Français dans la rue au mois d'avril. Et d'où le fait que moi je défends l'idée d'une conférence territoriale et sociale, c'est-à-dire une conférence territoriale et sociale nationale, qui réintroduirait l'idée que le président de la République a enfin pris conscience que les causes intermédiaires, ça servait à quelque chose dans un pays, d'ailleurs de l'avoir compris, puisque maintenant il est entouré des maires, et que, en quelque sorte, on soit déjà un lieu où on puisse mâcher toute une série de propositions, où on puisse en quelque sorte éclairer l'arbitrage qui, au bout du compte, sera dans les mains du président de la République. Je pense qu'on aura besoin d'un système dans lequel il y a en effet le débat local, mais aussi un débat national qui pourrait être alimenté par des hommes et des femmes qui, ayant des sensibilités différentes, sont capables de bâtir des articulations qui soient présentables. Parce que penser qu'on va satisfaire les Français simplement en disant on supprime 150 députés, on met la proportionnelle et on supprime 100 sénateurs. Ok, ça ne suffira pas. Bon. Et donc, je pense que l'équation est très difficile, très difficile, et que le pays est quand même... Vous savez, moi j'étais très frappé de ce climat insurrectionnel. Les Français ont été désinhibés complètement. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais quand 30 gilets jaunes dans le Var sont allés marcher sur Brégançon entre Noël et le jour de l'an, on n'imaginait pas il y a 3 mois qu'on puisse aller marcher vers la résidence du président de la République. D'ailleurs, il était là, personne ne savait qu'il était là, mais ils y sont allés un peu, c'est 1789 où les sans-culottes vont à Versailles pour aller chercher le roi et la reine. Et l'expression cahier de doléances. Non, on n'est pas en monarchie, on n'est pas un système féodal, on n'est pas les vassaux, où le monarque nous accorde des éléments, quoi. Enfin, vous voyez, donc après, il y a quand même des choses dont la résonance est un peu compliquée, quoi. Enfin, dans un pays qui se veut démocratique, donc une république. Donc moi, je pense que les choses vont s'apaiser dans les prochaines semaines grâce au débat. Je suis
Le débat, qu'il ait lieu, tant mieux. Bon, mais ça ne règle rien sur le mois d'avril ou le mois de mai. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je pense qu'au bout du compte, j'ai beaucoup dit dans les médias, je pense que dans l'hypothèse où la France ne retrouve pas suffisamment de calme, il faudra dissoudre l'Assemblée et mettre les Français face à leur responsabilité, parce que le suffrage universel sera le seul moyen de redonner l'apaisement. Voilà. Oh, là, il y aura une dissolution, là, je peux vous dire que j'en irai voter. Enfin, je crois. Mais, hein? Là, je pense que là, les gens verraient bien qu'il y a quand même des sujets chauds qui seraient sur la table. Mais voilà, donc, je ne suis pas aussi définitif que Patrick, mais c'est pour ça qu'on s'aime. Mais je pense que le débat ne suffit pas à régler la question. Voilà, très clairement, parce que le nœud gordien, il aura lieu au printemps. Bien, mesdames.